Vous êtes sur CCTV français, bienvenue à tous dans cette édition du journal. L'Arabie Saoudite a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre les condamnations de Téhéran après l'exécution samedi dernier du dignitaire chiite saoudien Nimr Bakr al-Nimr. Ce dernier a été exécuté samedi avec 46 autres prisonniers, 12 condamnés pour terrorisme. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a indiqué avoir remis à l'ambassadeur une lettre de protestation concernant les déclarations iraniennes qualifiées d'agressives. Il demande également à Téhéran de respecter les conventions internationales et de protéger ses diplomates sur le territoire iranien après la multiplication de manifestations contre les exécutions dans plusieurs villes d'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait peu de temps auparavant convoqué le chargé d'affaires saoudien à Téhéran. Il avait fermement condamné l'exécution et qu'il avait qualifié de comportement irresponsable. Les exécutions ont suscité une vague de critiques dans la région. Des musulmans chiites ont défilé à Qatif dans l'est de l'Arabie Saoudite. Au Yémen, le mouvement Houthi a fermement condamné l'Arabie Saoudite et qualifié Al-Nimr de guerrier. Des politiciens irakiens ont également condamné l'exécution et affirmé qu'elle visait à nourrir les dissensions religieuses dans la région. L'ancien Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a déclaré que l'exécution marquerait la fin du gouvernement saoudien. Khalaf Abdel Samad, leader du parti chiite Dawa au Parlement, a appelé à la fermeture de l'ambassade saoudienne à Bagdad. Au Liban, le Hezbollah chiite a qualifié l'exécution d'assassinat. Au Bahreïn, des manifestants qui ont défilé en arborant des images du dignitaire chiite exécuté ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes. L'opération de l'armée irakienne pour la reconquête de la ville de Ramadi se poursuit. Un responsable irakien a déclaré que l'armée avait repris environ 85% de la capitale de la province d'Al-Anbar et que la résistance des membres de Daesh était futile. Actuellement, 200 à 250 combattants continuent de tenir plusieurs zones de la ville. Si l'on compare cela aux 4000 extrémistes mentionnés dans un rapport que nous avons reçu de l'armée américaine avant l'opération militaire, nous pensons que ce chiffre suggère que Daesh a subi un gros revers. Les frappes aériennes ont beaucoup joué dans cela. Vendredi, Daesh a lancé une attaque contre l'armée irakienne à une quarantaine de kilomètres au nord de Ramadi. L'armée a réussi à repousser l'assaut. Selon Sabah al-Nouman, elle a détruit 6 véhicules chargés d'explosifs et tué plusieurs terroristes, alors qu'aucun blessé ou mort n'a été signalé de son côté. Toujours selon al-Nouman, cet assaut est un nouvel échec de Daesh qui cherche à briser le siège du gouvernement. Plusieurs corps d'armée, dont les forces spéciales et les unités antiterroristes, avanceraient dans l'est de Ramadi et seraient prêts à faire face à toute nouvelle attaque des militants de Daesh. L'armée indienne a résisté à l'attaque par des combattants de la base aérienne de Batankok dans l'état du Punjab, près de la frontière pakistanaise. Les 5 assaillants et 2 gardes ont été tués. Les attaquants sont parvenus à entrer samedi dernier avant l'aube dans une base fortifiée de l'armée indienne. Les soldats indiens ont combattu pendant plus de 15 heures avant de reprendre le contrôle de la base. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Elle est survenue une semaine après la visite surprise du Premier ministre indien Narendra Modi au Pakistan, où il a rencontré son homologue Nawaz Sharif. En Somalie maintenant, au moins 4 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la bombe près du palais présidentiel. La cible était un restaurant de Mogadiscio populaire parmi les journalistes. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda dit vouloir frapper encore la capitale. C'est le premier attentat à Mogadiscio de 2016. Ce reporter a sauvé sa vie et celle de ses amis. Le kamikaze est entré dans le restaurant portant un crochet. Il est passé devant nous, puis est revenu. Et s'est assis là, où moi et 6 autres journalistes prenions le petit déjeuner. J'ai immédiatement remarqué sa veste d'explosifs. Je l'ai dit à mes amis et nous sommes sortis du restaurant avant qu'il n'enclenche le détonateur. C'est la 3e attaque que subit ce restaurant. Les autorités insistent cependant sur l'affaiblissement du groupe Al-Shabaab. Cela montre à quel point les terroristes sont désespérés, disent-elles. L'attitude des journalistes a été saluée. Il y avait 8 terroristes. 3 d'entre eux sont morts, abattus par les forces de sécurité. À ceux qui veulent nous attaquer, nous disons, vous allez subir le même sort.
Les responsables somaliens disent qu'Al-Shabaab prévoyait aussi un attentat contre les quartiers généraux à Mogadiscio de la force AMISOM de l'Union africaine. Mais les agents de renseignement ont déjoué ces plans. Et aux États-Unis, le président Barack Obama a déclaré dans son discours de la semaine qu'il ferait usage de son autorité exécutive pour réduire la violence par arme à feu. Le président américain a décidé d'agir à coup de règlement pour clarifier le système des licences fédérales de vente d'armes. Les vendeurs se disent inquiets concernant ces nouvelles mesures qui risquent de faire baisser leur chiffre d'affaires et d'autre côté de violer le droit des citoyens à se protéger. À quelques kilomètres de la Maison-Blanche, où le président devrait annoncer de nouvelles mesures de contrôle des armes, les gens font la queue pour acheter des pistolets et les vendeurs savent pourquoi. Notre crainte est que ces nouvelles mesures ne rendent plus difficile la prise de possession d'une arme pour les gens qui veulent se protéger. Ça va faire baisser les affaires, en plus de violer les droits constitutionnels des citoyens. Bienvenue, démonstration de pistolets, protégez vos droits. Annette Elliott anime des démonstrations comme celle-ci depuis des décennies et elle pense que le gouvernement américain essaie depuis longtemps de s'immiscer dans le droit de chacun à posséder une arme et de faire fermer des magasins comme celui-ci. Les criminels vont toujours pouvoir se procurer des armes. Ils ne passeront pas les étapes légales puisqu'ils violent déjà toutes les lois. Seuls les gens qui respectent la loi seront pénalisés. Les mesures proposées n'ont pas encore été annoncées, mais elles devraient comprendre de plus grandes restrictions sur les revendeurs, des vérifications plus grandes du passé judiciaire des acquéreurs et des règles plus strictes concernant les déclarations de perte ou de vol des armes à feu. Le président américain devrait décider unilatéralement, le Congrès ayant échoué à trouver une législation appropriée. Ici, les gens croient que la possession d'une arme les rend moins vulnérables. Avec la multiplication des meurtres de masse, les ventes d'armes ont augmenté. Le président Obama pense que plus il y a d'armes en circulation, plus il y aura de meurtres de masse. Les deux camps présentent des chiffres différents pour soutenir leur argumentation. Retour sur le plateau de CCTV français, on continue ce journal avec la Chine. Les opérations de secours se poursuivent dans le district de Pyongyi, province du Shandong, où une mine s'est effondrée il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Les sauveteurs creusent 3 tunnels, 2 grands et un petit, pour tenter de faire revenir les mineurs à la surface, mais les progrès sont lents. L'un des grands tunnels a atteint 200 mètres de long vers le lieu où les 4 mineurs sont toujours bloqués, mais il doit encore être étendu de 20 mètres pour permettre de ramener les hommes. Et le second grand tunnel fait 36 mètres sous terre, le petit fait 200 mètres, mais les progrès ont été stoppés car le tunnel a touché une zone d'infiltration. Les experts disent que la structure complexe du sol rend les opérations particulièrement difficiles dans cette zone. Et toujours dans la province du Shandong à l'est de la Chine, le premier exercice de sauvetage utilisant une capsule de secours a été réalisé dans cette section sud-ouest d'une mine de gypse du comté de Pyongyi. Et donc l'exercice consiste à extraire des mineurs piégés à 220 mètres de profondeur via 3 trous creusés dans la zone sud-ouest. Après l'exercice, un secouriste a fait la démonstration de l'utilisation d'une capsule de secours. Cette partie basse, jaune, mesure 1,4 m de haut. Avec la partie supérieure, la capsule fera 2 mètres. Si le tunnel souterrain est bas, on peut ouvrir la porte de la partie inférieure pour que les mineurs piégés puissent entrer. Si l'espace le permet, ils peuvent également utiliser la partie supérieure. L'épaisseur du sol est de 600 mm et une fois à l'intérieur, un gilet de sauvetage est mis à disposition. Il n'est pas encore la fête du printemps, mais le système de transport en Chine a déjà connu un pic de fréquentation lors des vacances du Nouvel An 2016. D'après le bureau ferroviaire chinois, le premier jour de janvier, le volume journalier de passagers à travers le pays a atteint plus de 7 millions de personnes. Des villes comme Shanghai, Beijing et Guangzhou y ont le plus contribué avec un volume de passagers atteignant respectivement 2 millions, 1 million et 1,2 million.
Et à Suzhou, vendredi, le flot de véhicules a atteint plus de 1,1 million, soit une augmentation de 11% par rapport à l'an dernier. D'autres endroits comme le Sichuan et Chongqing font également face aux mêmes défis. Reportage. Le week-end de 3 jours du Nouvel An 2016 est un défi immense pour le système ferroviaire chinois. Cela fait suite au lancement du train à haute vitesse qui lie les villes du sud-ouest, Chongqing et Chengdu. Les autorités ferroviaires à Chengdu ont prévu 10 trains en plus et une voie supplémentaire pour permettre de relâcher un peu la pression. Des guichets de vente de tickets supplémentaires ont également été installés. La plupart des tickets de train Chongqing-Chengdu partent avant dimanche après-midi ont été vendus. Il ne reste que quelques tickets pour dimanche matin. L'encombrement se répand dans l'ensemble du pays. Nanchang est un lien vital entre les lignes qui connectent Beijing et Kowloon et Shanghai et Kunming. La première vague de passagers de l'année a vu environ 600 000 passagers au cours des 2 premiers jours de 2016. Le flot de passagers au cours des 3 jours de vacances du Nouvel An atteint un record. On prédit que le pic devrait être atteint dimanche. Le volume du trafic sur l'autoroute est également élevé. À Shanghai, les véhicules s'étendaient pare-choc contre pare-choc tout le long de la voie rapide. Parfois, il semble que les vacances en Chine ont besoin d'au moins 3 jours, car beaucoup de temps est passé à attendre. Toujours en Chine, de nouvelles politiques entreront en vigueur cette année et auront un impact sur la vie de beaucoup de personnes. Parmi ces politiques, on y retrouve l'enregistrement des ménages pour les travailleurs migrants qui n'ont pas de certificat d'enregistrement des ménages dans la ville où ils vivent. Cela apportera espoir à des centaines de millions maintenant qu'ils commencent à jouir d'un certain nombre d'avantages en tant que citadins. Ils ont une entreprise très rentable et un bel enfant de 4 ans. La vie a été généreuse avec ce couple de Shanghai. Au moins a été jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la scolarisation. Ils n'ont pas de hukou ou de certificat de ménage, ce qui veut dire qu'ils doivent trouver une maternelle privée au lieu d'une école publique qui serait beaucoup moins coûteuse. L'inscrire dans une école primaire serait extrêmement difficile. Même s'il pouvait aller à l'école ici, il ne pourrait pas passer l'examen d'entrée au lycée, parce que selon le gouvernement, il doit retourner dans notre ville d'origine pour passer l'examen. Malgré tout, il y a de bonnes nouvelles pour des centaines de millions de Chinois qui sont dans la même situation. À partir du 1er janvier, les travailleurs migrants pourront présenter une demande de permis de résidence, ce qui veut dire qu'ils auront accès à 6 services publics de base, ce qui inclut 9 ans d'éducation obligatoire pour les enfants et des soins de santé de base. Les nouveaux permis offriront d'autres avantages, comme obtenir plus facilement un passeport et un permis de conduire. Auparavant, les travailleurs migrants devaient d'abord obtenir un permis de résidence temporaire, sans quoi ils auraient des problèmes à trouver un emploi. Maintenant, ce permis peut devenir un hukou. C'est particulièrement facile dans les petites villes, mais plus difficile dans les grandes villes telles que Beijing ou Shanghai, qui requièrent une accumulation de points venant de l'emploi, des taxes et d'autres performances. La réforme vise à séparer les services publics du hukou. Quand les détenteurs de permis de résidence peuvent jouir des mêmes droits que ceux qui détiennent un hukou, alors tout le monde peut profiter des services publics là où il vit. Le hukou reviendra à sa fonction d'origine, qui est l'enregistrement des ménages. Selon professeur Gao, la réforme aidera la Chine à atteindre ses objectifs d'urbanisation. D'ici 2020, 60% de la population vivant en ville, 45% seront enregistrés en tant que résidents permanents. Tout au long de l'année passée, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques chinoises. Et aujourd'hui, découvrons à nouveau Yanbian, préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leurs instruments musicaux et leurs danses. À tout âge de la vie, les membres de la minorité coréenne puisent leur énergie et leur jeunesse d'âme dans le pouvoir de la musique traditionnelle, dont les rythmes sont relativement simples mais dont les racines remontent aux temps les plus reculés, à l'époque où étaient pratiqués de nombreux rites chamaniques destinés à chasser les esprits malins et attirer les faveurs de Dieu.
La légende raconte que le gayagum a été inventé au VIe siècle de notre ère par le roi Gachil. Le monarque se serait inspiré d'une cithare utilisée par des moines bouddhistes chinois venus évangéliser la péninsule coréenne. C'est une musique très rythmée, vous voyez, il faut utiliser ses doigts très rapidement. Dans cette école de Longjing, les fillettes apprennent à jouer du gayagum dès l'âge de 7 ans. On me suit. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 김경이라고 합니다. 是谁教你？我妈妈从小就教我练的。哦，你在家跟你妈妈学是吧？是的。你下课以后，我们可以一起去你的家，你妈妈和你可以教我。那有。 哦，这个还行，我来试一下，好吗？啊，还简单这个。Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est très facile et c'est enfantin puisque c'est exactement comme en Occident. Donc même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Changement de décor à Wangqing où un groupe de retraités interprète une danse agricole narrant une petite histoire humoristique. Ici, il s'agit d'un homme frivole et de femmes jalouses. L'homme finit ridiculisé et moqué par tous pour son comportement indécent. Les gars, c'est pas toujours pour les danses coréennes, hein. Ces personnes derrière moi ont tous plus de 50 ans et ils sont bien plus en forme que moi. Les danses traditionnelles de ce type, que l'on appelle pungmul en coréen, ont des origines très anciennes et sont liées à des rites agricoles immémoriaux. Elles sont transmises de génération en génération et se jouent très souvent en plein air. Auparavant, seuls les hommes avaient le privilège de pratiquer la danse du ruban fixée à leur chapeau et qui met les cervicales à rude épreuve. Mais cette tendance a fini par se démocratiser et à s'appliquer également aux femmes. Hunchun est un village au climat rude, balayé par des vents glaciaux en hiver. Mais ses habitants estiment que le pouvoir de la musique leur réchauffe le corps et l'esprit dans les heures les plus froides. Le janggu, littéralement tambour à bâton, deuxième instrument le plus important en Corée, est devenu depuis un symbole du pays. La musique chez l'ethnie coréenne, vous avez vu, c'est de 7 à 77 ans. Les petites filles apprennent à jouer du piano à cordes. Chez les plus âgés, on peut aussi s'amuser, danser, chanter, jouer de l'accordéon. Donc en fait, la musique, c'est vrai, ça n'a pas d'âge. Voilà, ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV français.